90 minutes business, l'invité. 90 minutes business et on vous fait vivre toute la semaine ce 54e salon du Bourget. La décarbonation, vous le savez, est au cœur des enjeux du secteur. Jean-Baptiste Huette, on vous rejoint sur place. Vous êtes en compagnie de la directrice générale d'Air France, Anne Rigail. Bonjour Anne Rigail, la directrice générale d'Air France qui est avec nous. Bonjour, merci beaucoup. Alors, on est à bord d'un de vos joyaux, qui est l'A220 Pauillac. On va en parler très largement, notamment dans le renouvellement de la flotte qui est en cours chez Air France. Je voulais voir avec vous avant évoquer ce sujet fondamental qui est à la une du Salon du Bourget, qui est la décarbonation du secteur aérien et tout spécifiquement les SAF, les Sustainable Aviation Fuel, qui sont les biocarburants. Ce sont des biocarburants qui coûtent cher encore, Anne Rigail, pour le coup, quand on est une compagnie aérienne. Comment vous envisagez l'avenir justement et l'utilisation de ces biocarburants ? Alors déjà, nous sommes pionniers dans l'utilisation de ces biocarburants. Nous avions commencé il y a longtemps, en 2014, on commençait à tester ces biocarburants sur nos lignes Orly-Nice, Orly-Toulouse. Mais là, on est dans la phase industrielle, où on en introduit de plus en plus. Quand je dis que nous sommes pionniers, nous avons au niveau Air France KLM utilisé 17% des carburants durables produits dans le monde entier, alors que nous avons utilisé seulement 3% du fuel mondial. Donc ça montre qu'on veut aller plus loin. Aujourd'hui, nous nous sommes fixés des ambitions importantes. 10% de carburant durable à l'horizon 2030. Donc 2030, c'est demain, puisqu'on sait que l'enjeu, ça va être de produire suffisamment de carburant durable, 80 fois plus au niveau mondial que ce que nous avons aujourd'hui. Donc on a un enjeu effectivement de volume et on a un enjeu de prix, puisque le carburant durable, il ne s'achète pas au même prix partout. On va en trouver en moyenne mondiale à 3 500 € la tonne. Aux États-Unis, où il est massivement soutenu localement, fédéralement, on peut trouver des carburants durables à moins de 2 000 € la tonne. Et en France, celui que nous achetons aujourd'hui, pour répondre au mandat français, c'est 5 000 € la tonne. Donc un des sujets, c'est comment on va effectivement incorporer ces surcoûts dans notre trajectoire, sachant que 20 à 30% des coûts d'une compagnie aérienne, c'est le fuel, et que évidemment on a commencé à dire à nos clients, voilà, ce sera un peu plus cher de voyager, mais je dirais qu'il y a des limites à l'augmentation des coûts que nous pouvons transférer aux clients. Ça va être un peu plus cher de voyager, on va revenir sur le biocarburant, mais ça va être un petit peu plus cher de voyager. On a aujourd'hui déjà des prix du billet qui sont historiquement hauts, qui sont en tout cas très hauts. Si on rajoute encore dans les années qui viennent quelques surplus, est-ce que vous ne pensez pas que les passagers pourraient quand même se dire non, il y a un niveau où là on peut plus là? Alors oui, effectivement, il ne faut pas oublier qu'un des premiers critères de choix des clients, c'est effectivement le prix du billet, qu'on est dans une industrie qui est globale, très compétitive, avec des concurrents qui ne sont pas soumis aux mêmes réglementations que les compagnies européennes. Donc un des enjeux pour nous, c'est que l'augmentation des coûts liés au carburant durable, et quand on fait les calculs, je vais vous les donner, ça peut représenter sur un billet, par exemple Nice pour Singapour, ça peut représenter 110 € par aller-retour. Quand on suit notre engagement de mettre 10% de carburant durable, le client peut éventuellement décider de ne pas passer par Paris, mais de passer par des hubs qui sont aux frontières de l'Europe. On peut penser à Istanbul, on peut penser à Dubaï par exemple. Donc comment effectivement on fait en sorte que le prix que nous payons aujourd'hui de 5 000 € la tonne, progressivement, parce qu'il y aura plus de production, et c'est maintenant qu'il faut faire les investissements, puisqu'une usine de carburant durable, ça prend 5 à 7 ans avant d'être à maturité. Et donc on est très heureux d'avoir entendu le président Macron lancer positivement cette filière de carburant durable en France, et on en a besoin en Europe, pour que effectivement ces surcoûts soient... Ils existeront, mais qu'ils ne soient pas insupportables et que ça ne réduise pas finalement le transport aérien à quelques happy few qui pourront encore prendre l'avion. Est-ce que vous nourrissez malgré tout quelques inquiétudes quand on regarde ce qui se passe en ce moment, où on voit des entreprises européennes, je pense par exemple à Total Energy ou à d'autres, qui vont investir aux États-Unis pour produire de l'hydrogène, qui est un composant essentiel des carburants de demain, qui pour produire des gaz de synthèse, des fuels de synthèse, tous attirés, happés par l'Inflation Reduction Act et ses subventions massives. Est-ce que là déjà, il n'y a pas un risque finalement que les États-Unis redeviennent, si j'ose dire, les nouveaux rois du pétrole vert ? En tout cas, il y a un risque de souveraineté pour l'Europe et pour la France. C'est pour ça que ces annonces qui ont eu lieu en amont et au Bourget sont extrêmement bienvenues. Nous pensons que c'est une nouvelle filière. Il y a des risques, mais il y a également des opportunités en termes d'emploi, en termes de création de valeur pour la France.
nous sommes en discussion. Alors nous achetons du carburant durable partout, puisque nos avions décollent dans le monde entier. Donc l'enjeu, c'est évidemment qu'on n'aille pas faire traverser le carburant durable par bateau, par exemple, pour l'amener là où nous décollons. Donc on a besoin de carburant durable partout, mais la moitié de nos vols partent d'Europe. Donc c'est important d'en avoir en France en particulier. Donc nous avons sécurisé des contrats avec DG Fuels, avec Neste, donc là c'est en Hollande, c'est aux États-Unis. Également avec Total Energy, un MOU pour 800 000 tonnes. Nous discutons avec Engie, nous discutons avec EDF sur des projets français. Et d'ailleurs, le projet qui a été soutenu en particulier et annoncé par le président vendredi dernier, c'est BeautyJet, qui est un projet français de carburant avancé. Et donc, c'est un de nos partenaires, effectivement, et nous sommes heureux que cette filière puisse décoller. La décarbonation du secteur aérien, elle passe, on vient de le dire, d'abord par le carburant de synthèse aussi, elle passe par l'ATR, c'est-à-dire le traffic management, la manière dont les pilotes vont choisir leur route, le parking quand on arrive aussi, les routes qu'on va utiliser en roulant sur l'aéroport. Enfin, ça passe par l'allègement évidemment des avions, par des avions plus modernes. Ça tombe bien, vous me voyez venir, on est à bord d'un Airbus A220, donc voilà, qui est un des derniers modèles de la compagnie. Celui-là, c'est le Pauillac. Vous en avez reçu combien déjà à peu près? Il vous en reste encore combien? Et plus généralement, vous êtes une compagnie Air France qui avait effectué ces dernières années un renouvellement de votre flotte extrêmement rapide. Je ne vais pas dire que c'est presque terminé, mais pas loin. C'est pas encore terminé, mais ça va à un rythme que nous n'avons jamais connu pour Air France. Effectivement, nous avons pris la décision, Ben Smith a pris la décision d'accélérer le renouvellement de la flotte en plein Covid. Donc à un moment où effectivement d'autres ont plutôt serré leurs investissements. Et je crois que c'est une excellente décision. C'est le premier levier actuellement de décarbonation, puisque cet avion, par exemple, l'Airbus 220, c'est 20% de carburant en moins. Donc moins de fuel, moins de carburant durable aussi à acheter à l'avenir. Et les Airbus 350, c'est 25% de carburant en moins. Alors, effectivement, on est à bord du 25e Airbus 220, qu'on a appelé Pauillac, puisque nous mettons à l'honneur les villes et les régions françaises. Nous en avons commandé 60 d'ici à 2025. Au niveau des Airbus 350, nous allons recevoir le 21e mi-juillet, avec d'ailleurs un nouveau standard de produit que nous attendons avec impatience. Et nous en avons commandé 41. Ce qui veut dire qu'à la fin de cette année, nous aurons 30% d'avions qui seront de nouvelle génération, quand nous en avions seulement 4% avant le Covid. Et nous visons 70% à l'horizon 2030. Et ça fait partie effectivement de cette trajectoire ambitieuse de réduire de 30% nos émissions de CO2 par passager kilomètre à l'horizon 2030. Vous faites coup double, parce qu'effectivement, ça vous fait faire des économies de carburant et puis de décarbonation. Et puis en même temps, ça vous permet de monter en gamme. Ça, c'est quand même la stratégie du groupe Air France depuis quelques années maintenant. C'était ce retour à un voyage de qualité. Et là, pour le coup, vous êtes pile poil dans les clous, là. Ça nous permet effectivement de décarboner tout en offrant à nos clients des nouvelles cabines, des nouveaux standards. Quand on voit cet Airbus 220 qui est très apprécié par nos clients, ce sont des sièges plus larges. Vous voyez, un Airbus 220, c'est 5 sièges de front au lieu, alors, généralement c'est 6 de front. Donc on a plus de place pour les genoux, plus voilà. C'est aussi très lumineux, les hublots sont beaucoup plus grands, les racks à bagages permettent de mettre beaucoup plus de bagages. Les fermer, sans avoir à les chercher en haut, ce qui est exactement. Sur les Airbus 350, on va installer nos nouveaux standards de sièges business qu'on a déjà sur nos 777 dernièrement reconfigurés. Donc effectivement, c'est bien pour nos clients, c'est bien pour la décarbonation, c'est bien pour nos coûts. Après, ce sont des investissements massifs, 1 milliard d'euros par an, qu'il faut rajouter au prix des carburants durables. Le prix des carburants durables, aujourd'hui, avec 1% de carburant durable sur tous nos vols, c'est 100 millions d'euros sur 2023. Et à 2030, si on n'arrive pas à faire baisser de manière significative les tarifs que nous payons, c'est 1,3 milliard donc vous voyez, par an. Donc vous voyez que ces sommes-là, un des enjeux, c'est comment on arrive effectivement à financer cette décarbonation qui est absolument cruciale pour notre secteur. Un dernier mot, Anne-Rigail, sur ce qui se passe autour de nous. Un salon du Bourget ou même, allez, on va dire ces 6 derniers mois, on est entré dans une nouvelle ère. On voit des compagnies aériennes à travers le monde qui passent des commandes ahurissantes. 500 avions par ici, 600 avions par là. On évoque Turkish Airlines donc, qui pourrait commander 600
600 Airbus, 600 Boeing. Comment, en termes de concurrence, vous regardez ça, des compagnies qui sont en train de sortir comme ça de terre, même si elles existent depuis longtemps, mais qui, en l'occurrence pour Air Indigo qui a commandé 500 appareils, ils existent depuis 2005, mais qui sont en train vraiment de prendre une place très forte et qui ont des vues sur le monde entier. Donc ce sont des nouveaux concurrents potentiels pour vous. Comment vous regardez un petit peu ce mouvement qui se fait jour? Alors ce sont déjà des concurrents, ce n'est pas nouveau. C'est pour ça que je vous parlais de l'absolue nécessité de réfléchir de manière globale, de ne pas considérer le transport aérien aux frontières de l'Hexagone, voire aux frontières de l'Europe, et que les réglementations européennes prennent en compte ces risques de transfert sur des hubs qui ne sont effectivement pas en Europe. Je dirais que nous, notre enjeu, ce n'est pas de croître de manière démesurée. On est dans des logiques également de sobriété, d'accompagnement de changements de comportement client. Nous avons baissé nos fréquences, par exemple, sur le domestique, puisque effectivement, il y a un déplacement vers le train. Nous travaillons d'ailleurs beaucoup avec la SNCF sur l'intermodalité. Un des enjeux, c'est vraiment d'avoir un produit au meilleur standard, vraiment, pour que nos clients aient envie de voyager Air France et que, effectivement, ces cabines, ces produits, ces services, la relation attentionnée que nous offrons, ça leur donne envie de revenir. Mais effectivement, il ne faut pas être naïf. Nous avons des concurrents avec des taux de croissance extrêmement forts qui évoluent dans des réglementations sociales et environnementales très différentes. Et donc, il faut effectivement se placer dans cette perspective. Un tout dernier mot, Anne Régal, sur ce qu'on voit depuis plusieurs années maintenant, cette honte de voler qui nous vient parfois des pays du Nord, avec des opinions publiques qui semblent parfois rétives à l'avion. On a l'impression, alors je ne sais pas si c'est une impression ou pas, est-ce que ça se calme un petit peu? On voit quand même des sondages assez récents qui indiquent que les gens seraient finalement pas si hostiles à l'avion que ça. Enfin, vous, comment vous regardez cette question-là, de cette honte de voler? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on en fait beaucoup trop autour de ça, ou il y a bien sûr une réalité, mais comment vous voyez le... De manière pragmatique et rationnelle, nous mettons tous nos investissements, j'ai essayé de vous le démontrer, dans la décarbonation de nos activités. Je l'ai dit, nous sommes dans une industrie mondiale, donc il ne faut pas être naïf. C'est pas parce qu'on va arrêter de voler en France que ça va solutionner les sujets de décarbonation. On est un pays aéronautique. On produit des avions pour le monde entier, par Air France, mais effectivement Airbus, et les Safran, les Thales, donc tous ces grands acteurs industriels. Et donc, toute cette ambition commune, collective, partagée par l'ensemble de ces acteurs français de porter la décarbonation du secteur aérien, ça donne le là. La réglementation européenne a donné le là pour d'autres pays. Le Japon a suivi, la Nouvelle-Zélande est en train de suivre, Singapour suit. Donc je crois que l'Europe peut vraiment, et la France peuvent vraiment être moteur, leader dans cette décarbonation. Et c'est beaucoup plus facile de le faire, je dirais, et ça aura beaucoup plus d'effet que simplement dire arrêtez de voler. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les jeunes générations, elles demandent de voler. Donc aujourd'hui, on ne voit pas de changement de comportement en fonction des générations. Je crois que le fait d'aller découvrir d'autres cultures, ça reste essentiel, ça reste un moteur essentiel de l'homme. Ça permet aussi, je dirais, de connaître les autres, de ne pas être dans des situations d'affrontement. On est dans des mondes avec de plus en plus de guerres. Moi, je crois aux vertus de l'aviation et donc d'une aviation décarbonée. Merci beaucoup Anne Régal. Merci. Anne Régal, la directrice générale d'Air France, qui était avec nous sur BFM Business à l'occasion de ce 54e salon du Bourget.